Pour moi, le continent africain, aujourd'hui et dans les années qui viennent, c'est le continent clé pour la tech de façon globale. Plus tard, je pense que ce sera aussi le continent clé pour l'industrie, pour des sujets d'énergie. Mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis Demel Yedo et aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode d'Open Mind Room, la série dans laquelle je rencontre des gens passionnés par le métier. Nous allons répondre à certaines questions telles que comment est-ce qu'une entreprise ou une start-up peut réussir à lever des fonds pour continuer son développement, ou plus simplement, quelle formation on peut faire si on est à la fois intéressé par le métier d'avocat, mais également par le monde d'affaires. C'est donc pour répondre à toutes ces questions que nous avons invité Eugène Saint-Grégoire, qui est avocat à la Cour et diplômé de l'EM Lyon. Ok Eugène, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Demel? Très bien, super. Merci de t'être rendu disponible pour cet entretien. Donc, dans cet entretien, on va parler un peu de ton parcours, un peu d'où tu es parti, ce que tu as pu réaliser, et le fait aussi que tu es un avocat, un brillant avocat. Déjà, félicitations. Merci. Et tu as ouvert aussi ton cabinet. Voilà. Effectivement. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça au cours de cet échange qu'on aura. Et puis, on va peut-être commencer par te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Oui. Déjà, merci à nouveau de me recevoir aujourd'hui. Donc moi, c'est Eugène Saint-Grégoire. Je suis franco-togolais. D'accord. Comme tu l'as dit, je suis avocat. Et je suis aussi conseil en levée de fonds et cession d'entreprises technologiques en France et sur le continent africain. Okay. J'ai eu un parcours en droit des affaires, en finance et en technologie qui me permet de pouvoir plus facilement conseiller ce type d'opération et ce type d'entreprise. Et je suis basé principalement à Paris, mais j'interviens effectivement sur différentes géographies. D'accord, ok. Donc tu as un profil tech, finance et avocat. Je ne sais pas si c'est commun de voir ce genre de profil, mais on en reviendra. Peut-être que quand on va creuser un peu plus sur ton parcours, qu'on comprendra tout ça. Tu as grandi où en fait? Excellente question. En réalité, donc, j'ai grandi une partie de ma vie dans le sud de la France, autour de Montpellier, et aussi en République centrafricaine. D'accord. Donc c'est vraiment sur ces deux espaces que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance. J'ai aussi été au Togo, puisque je suis franco-togolais, mais c'était plutôt en vacances. D'accord. Et ensuite, au cours de mes études, j'ai un peu plus voyagé en France, Bretagne, Paris, région lyonnaise, et aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis. D'accord. Parle-moi un peu de la Centrafrique. Quels sont les souvenirs que tu as? Combien de temps tu y as fait? Ouais. Alors en Centrafrique, nous étions à Bangui, la capitale, pendant 4 ans, donc ça a été toute mon école primaire. J'en garde de très bons souvenirs. C'était une expérience qui m'a marqué parce que c'était vraiment en contraste avec l'enfance que j'avais en France. C'est-à-dire qu'en France, j'avais cette expérience d'un type de minorité que je ne comprenais pas bien à l'époque et que j'ai plus compris après, et surtout en revenant. Mais j'avais aussi toutes mes habitudes, notamment. Donc tu as commencé ton enfance à Paris, enfin en France d'abord, dans le sud, et ensuite tu es parti à Bangui, c'est ça? Exactement. Quand tu avais 4 ans, c'est ça? Non? Quand j'avais 6 ans. 6 ans, c'est à 6 ans que tu es parti à Bangui. Exact. D'accord. Donc tu avais déjà plus ou moins quelques repères? Oui. La France. Oui, totalement. J'avais déjà des amis d'enfance que je revoyais après les étés en revenant, ou après quand je suis revenu définitivement. Et ma famille, une partie de ma famille aussi, qui était en France. Donc quand je suis allé en République centrafricaine, c'était un au revoir à ses amis d'enfance, et aussi pour partie à ma famille qui était installée en France, pour un pays auprès duquel je n'avais aucune attache. Et quand je suis arrivé dans ce pays, c'était très intéressant parce que culinairement, très différent, très habitué, c'est tout bête, mais au petit déjeuner, aux céréales qu'on peut avoir, au pain avec ceci, cela. Et mes parents voulaient vraiment qu'on mange local là-bas. Donc limité, je voulais mettre beaucoup de choses dans les valises. Mon père ne voulait pas. Et donc on mangeait local et c'était très différent. Et donc il a fallu avoir une petite adaptation. Mais à la fin, c'était que du bonheur, entre guillemets.
le point culminant, c'était la mise en place d'un élevage de poules dans le jardin. Ok, d'accord. Co-dirigé par moi-même. Donc c'était... T'es le seul enfant de ta famille? Non, donc j'ai un petit frère qui a 1 an de moins que moi, qui a passé toute cette expérience en République centrafricaine avec moi. Et j'ai mon deuxième petit frère, second même devrais-je dire, qui est arrivé à la fin de l'épisode centrafricain. Il n'a pas trop connu du coup. Donc il n'a pas trop connu. Il a quand même la petite marque de vaccination ici pour les connaisseurs. Parce que voilà, il était bambin, il était tout enfant là-bas. Mais voilà, j'ai principalement partagé cette expérience avec mon premier petit frère. Ok, d'accord. J'imagine que vous êtes très proches du coup. Ouais. Et t'es arrivé quand du coup en France? T'es revenu quand? À quel âge? Donc je suis allé en République centrafricaine en 2002 et nous sommes revenus en 2006. D'accord. Donc en 2006, j'avais 11 ans. Je suis revenu pour la 6e, le collège. D'accord, ok. Et quand tu es revenu, tu as réussi à te réadapter à cette nouvelle vie ou... C'était complexe, pour plusieurs raisons. Oui. Je revenais quand même régulièrement les étés et pour les vacances d'hiver. Donc c'est pas comme si j'étais totalement parti et que je revenais. Voilà. Mais je ne vivais pas à temps plein en France et notamment dans les établissements scolaires de la région où j'étais. Et donc en République centrafricaine, j'étais au lycée français. Voilà. Et en réalité, c'était un contexte, je pense, socio-culturel très différent. Quand je suis revenu donc à l'école publique, au collège public de ma ville, donc Frontignan, dans le sud de la France, c'était un environnement beaucoup plus divers socialement. Et avec aussi peut-être une culture, une approche des études différente. Vraiment. Au lycée français, il y avait quand même ce soutien, ce côté encourageant pour approfondir les études. En tout cas, chacun avait sa voie. On pouvait aimer le sport et vouloir faire beaucoup de sport. On pouvait aimer les études et vouloir pousser les études très loin. On pouvait aimer X, Y, Z choses. Mais ce que j'ai ressenti en revenant en France, c'est que quand même, il y avait une forte culture rebelle. D'accord. Pousser les études, c'était pas forcément très bien vu. Peut-être que ça venait aussi avec un stade différent. En République centrafricaine, j'étais à l'école primaire, donc peut-être que les enfants ont moins d'hormones, c'est pas encore l'adolescence à proprement parler, alors qu'au collège c'est un peu différent, on devient rebelle, mais en tout cas, moi j'étais quand même dans un délire beaucoup plus études, pousser, comprendre les choses, et j'ai vraiment senti que c'était être marginal qu'être comme ça. D'accord, à ce point. Et donc, oui. Il y avait beaucoup plus une culture urbaine, je dirais. Et ça, c'était très différent. Donc, il a vraiment fallu me réadapter sur ça. Et comment tu as fait pour ne pas aller vers cette culture urbaine et toujours rester focalisé comme... Ah bah, j'ai dû y aller. Parce que quand même, il faut vivre vie à Rome comme les Romains. Hein. Donc, non, j'ai essayé de m'adapter un peu en gardant mon fond, mais je me suis mis à porter les survêtements, etc. Alors qu'avant, j'étais toujours en chemise, etc. Hein. Non, je me suis adapté. D'accord. Et du coup, tu y es resté combien de temps? T'as fait quasiment combien de temps dans le sud? Ma famille, du côté de mon père, est originaire du sud. Donc, c'est là où je suis né, j'y suis resté jusqu'à ce que je quitte le sud. Et j'ai quitté le sud après ma classe préparatoire. J'ai fait une classe prépa en droit, économie, gestion, CPGE ENS Rennes D1, à la suite de laquelle j'ai intégré un magistère en droit des affaires entre Rennes et Exeter. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai quitté le sud, donc à la fin de ma classe préparatoire, donc 2 ans après le bac. J'aimerais juste vous prendre 20 secondes. C'est pour, dans un premier temps, vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Cela me fait vraiment plaisir. Et dans un deuxième temps, vous demander de commenter la vidéo, de la partager pour que l'algorithme puisse la montrer à un plus grand nombre de personnes sur YouTube. Et cela me permettra d'attirer toujours plus d'invités intéressants. Car mon objectif, c'est de pouvoir vulgariser certains métiers qui peuvent paraître impossibles de l'extérieur, afin qu'on évite de se mettre des barrières à soi-même et qu'on se dise que si cette personne a réussi, moi aussi je peux le faire. Merci. Et donc, tu décides de partir faire des études en droit des affaires, c'est ça?
Et à quel moment tu te dis que tu veux faire du droit des affaires? Pourquoi pas faire, je sais pas, du marketing, de la finance? Ouais. Pourquoi le droit des affaires? C'est une excellente question aussi. Donc j'ai fait cette classe préparatoire. Et pendant ces années de classe préparatoire, donc classe prépa ENS-REN-D1, c'est une classe préparatoire spécifique qui prépare principalement au concours de l'école normale supérieure, mais qui peut préparer aussi aux instituts d'études politiques, aux écoles de commerce et au magistère. D'accord. Il se trouve que parmi les alumni de la classe prépa, du coup, il y avait des personnes qui ont été dans ces différents types d'écoles et d'institutions. Beaucoup de personnes qui étaient allées en école de commerce revenaient en prépa avec une espèce de nostalgie de la prépa. Ce que j'avais du mal à comprendre à ce moment-là. En me disant, mais, tu sais Eugène, l'époque de mon apogée intellectuel était pendant ma deuxième année de classe préparatoire, donc profites-en. Je comprenais pas. Mais je me suis dit que je voulais pas me dire ça. Je voulais pas me dire que je suis à mon apogée intellectuel. J'ai envie d'aller plus loin. Ça te faisait pas rêver cette vision-là? Non. Et puis les soirées, c'est toujours sympa, etc. Mais c'est ce qu'on voyait principalement avec les collègues d'école de commerce à ce moment-là. Et donc, je me suis dit que j'allais faire, dans un premier temps, une formation plus technique avant de revenir sur d'autres formations type Sciences Po ou école de commerce. Donc, j'avais quand même passé les concours. Donc, pour les classes prépa ENS-Cachan, c'est des cours spécifiques. Donc, j'avais été admissible, par exemple, à l'EM Lyon, grâce à mon admissibilité à l'école normale supérieure. J'avais aussi passé les concours des instituts d'études politiques. J'avais aussi été admis dans les IEP à Sciences Po. Et bien sûr, j'ai passé les magistères. Et donc là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, si j'ai pu avoir ces autres institutions maintenant, il y a des chances que je puisse les avoir plus tard. Et donc, je vais privilégier d'abord une formation technique, pointue, en sachant que c'est maintenant qu'il faut beaucoup travailler parce que plus le temps passe, ce que les gens disent, plus le temps passe, plus nos capacités intellectuelles pour apprendre diminuent. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est une croyance, c'est ce qu'on m'a dit. Et aussi pour l'énergie. Donc j'ai fait ce magistère qui était très intense parce qu'en première année, on passe une licence et un master 1 la même année en droit des affaires. D'accord. Donc déjà, ce n'est pas les licences les plus aisées à avoir, mais licence et master 1 complexes. La même année. La même année. Donc c'est une année extrêmement intense. Mais ce qui m'a vraiment fait pencher pour cette formation, donc le magistère juriste d'affaires franco-britanniques. C'était où du coup? De Rennes, entre Rennes et Exeter. C'est que si on avait une moyenne supérieure à 12 sur 20 sur la licence et le master 1, on pouvait partir au Royaume-Uni, étudier un LLM, donc un master de l'université d'Exeter, payé par l'État français. Donc sans avoir à payer ce montant. Cependant que si je rentrais en école de commerce directement, fallait. Effectivement. Et que pour les IEP, ça aurait pu être possible aussi, mais voilà. Donc je me suis dit, j'aime bien ce mindset-là. Donc là, c'est une fois que tu as commencé tes études que tu as eu vent de cette opportunité. Oui, parce que donc j'étais président de mon association de classe prépa. D'accord. Et un des chantiers principaux, le principal chantier que j'avais engagé à cette époque, c'était de mettre en place un espèce de carnet des anciens de la classe préparatoire pour aussi répertorier les différentes formations possibles, pour pouvoir les afficher. On était à l'époque en 2013, ma prépa c'est entre 2013 et 2015, il n'y avait pas encore beaucoup d'infos sur Internet. Ça peut paraître fou comme ça maintenant, mais il n'y avait pas... je sais qu'en 2016 ou 2017, il y a commencé à avoir des sites qui référençaient ce qui était possible de faire après, mais à l'époque, il fallait chercher dans des livres de qualité variable pour savoir ce qu'on pouvait faire après. Surtout quand on ne prenait pas que des concours type concours commun des écoles de commerce, concours commun, etc. Pour voir les autres formations universitaires nichées, sélectives qui pouvaient exister. Donc, et international. Oui, bien sûr. Ok, donc c'est à ce moment-là que tu as eu vent de ces options qui existaient. Ok, donc depuis la classe prépa, pourquoi tu as décidé d'être responsable des étudiants en classe préparatoire? Je sais pas, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. Ta personnalité. C'est dans ma personnalité, j'ai toujours été un peu... délégué, conseil d'administration, collège, lycée, conseil municipal des jeunes.
Puis là, en classe préparatoire, il y avait cette association. Puis il y avait même l'opportunité de l'élargir au CPGE ENS D2, qui n'en avait pas. Donc on a mis en place un bureau élargi pour aussi intégrer ces autres classes prépa, faire des événements ensemble. On a ensuite fait des événements avec d'autres classes prépa du lycée pour créer une dynamique, parce que la classe prépa, je me remets là, je suis en train de revivre ces moments. Mais c'est des moments complexes, hein. On souffre, on se pousse à bout pour faire mieux dans un temps court. Et s'il n'y a que ça, c'est quand même sordide. Et donc c'était important de remettre un peu des touches d'autres choses dans nos quotidiens. Et ça, c'était ce que cette association pouvait permettre. Déjà, un objectif, un cap, en montrant ce qui est possible de faire demain. On ne fait pas ça pour rien. Et en remettant des petits événements sympathiques où on peut se voir ensemble, créer des liens ensemble pour pouvoir faire perdurer ces liens. Voilà, on avait mis en place un petit club cinéma, entre guillemets, on faisait des rétros, on regardait des films avec le petit budget, on achetait des bonbons, des choses comme ça, des petites soirées au début de chaque vacances, voilà, pour quand même décompresser un peu. C'était ce genre de choses. Ça n'allait pas plus loin que ça, mais c'était déjà sympathique. Alors, du coup, tu as bien vécu ta prépa? Oui et non. Non, oui, parce qu'à la fin, c'était quand même relativement une réussite. J'ai été admissible à l'école normale supérieure, que j'avais préparée sérieusement, mais sans souhaiter forcément aller à l'école normale supérieure en tant que telle, puisque je ne voulais pas forcément avoir une carrière d'académique ou de chercheur. D'ailleurs, quand on était admissible à l'école normale supérieure, on pouvait rejoindre l'école normale supérieure en tant que magistérien. Donc c'est pas quelque chose que j'ai poursuivi. L'IEP, j'ai pu être admis, etc. Donc par rapport aux résultats, satisfait. Mais c'était dur. C'était dur. Voilà, je me suis poussé vraiment à mes limites, et ce qui a permis aussi de rencontrer et de nouer des liens avec d'autres personnes. Mais voilà, s'il fallait le refaire aujourd'hui, je ne sais pas si je le pourrais. Ok, c'est clair, c'est honnête. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir du coup, pourquoi ou comment est-ce que tu as été dirigé vers la prépa? Est-ce que tu te rappelles comment tu as atterri en prépa? Pourquoi ne pas aller directement Honnêtement, donc comment j'ai découvert les classes préparatoires? En réalité, ça remonte à mon lycée. Donc j'étais au lycée Joffre, où j'ai fait un bac scientifique, option mathématiques et en section européenne. Et dans ce lycée, c'est des classes qu'on appelait les pré-prépa. Parce que les professeurs nous mettaient systématiquement des exercices supplémentaires par rapport aux autres classes scientifiques qui n'étaient pas des points bonus. Donc c'était inclus dans les notes sur 20. Donc systématiquement, on avait des moyennes un peu inférieures, mais ça nous poussait pour pouvoir avoir des bons dossiers à travailler des notions en plus. Donc c'était vraiment l'objectif dans ces classes-là, qu'on puisse tous être en classe prépa. D'ailleurs, la petite statistique marrante, je crois qu'on était de mémoire à peu près une trentaine en terminale. J'étais la dernière mention très bien de ma classe, et je pense que je devais être 20e. Ah ouais? Donc voilà, ça donne un peu la répartition des notes au baccalauréat. Et effectivement, les classes préparatoires, on était assez bien renseignés. On faisait tous nos recherches, on partageait le fruit de nos recherches. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai découvert les classes préparatoires ENS Cachan D1, ENS Cachan à l'époque, qui sont devenus ensuite ENS Rennes D1 et D2, qui sont moins connus, mais qui existent. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que je les ai découverts. D'accord, ok, intéressant. Et donc comme ça, du coup, tu arrives à UC Berkeley. Alors, UC Berkeley, effectivement, la dernière step, l'avant-dernière. C'est ça. Donc, après mon baccalauréat, je rentre en classe préparatoire. Après ma classe préparatoire, je rentre en magistère. Donc, de 2015 à 2018, je suis au magistère juriste d'affaires franco-britannique. Première année, licence et master. Deuxième année, le master anglais de l'Université d'Exeter en droit international des affaires. Je reviens donc en 2017 en France, faire un master de DJCE, diplôme juriste conseil d'entreprise, entre 2017 et 2018. Et par ce master 2, je termine mon magistère en même temps. Et là, je me dis, ok,
je me souviens de ce que je m'étais dit à la fin de ma classe préparatoire. Et je me dis qu'il me faut maintenant voir ce que je fais. Est-ce que je fais un IEP? Est-ce que je fais une école de commerce, etc. Finalement, je me dis que le plus pertinent, ce sera une école de commerce. Et donc, je passe le Taj-Maj, etc. Parce qu'à ce stade, tu savais ce que tu voulais faire professionnellement? Oui, je savais que ce qui m'intéressait, donc quand même au magistère juriste d'affaires franco-britanniques, même si c'était du droit, on avait aussi de la comptabilité, de l'analyse financière. En particulier, ma dernière année en DJCE. Je savais que c'était ça qui me plaisait, sincèrement. La partie du droit qui me plaisait, c'était vraiment le droit des affaires. C'est pour ça qu'après ma classe prépa, qui était en économie, droit et gestion, je suis parti dans un magistère en droit des affaires. C'était pas le droit de la famille, c'était pas le droit civil à proprement parler, c'était le droit des affaires. Donc cet aspect économique du droit. Parmi ce droit des affaires, c'était le droit sur les opérations financières des entreprises qui m'intéressait particulièrement. À savoir, est-ce qu'on va investir dans une entreprise ou pas? Comment on fait? Est-ce qu'une entreprise peut en racheter une autre, l'intégrer dans son entreprise? Comment on fait? Sur quoi il faut faire attention? Ces sujets-là, c'était les sujets qui m'intéressaient le plus. Et j'ai compris qu'il fallait voir l'autre côté des choses. C'est-à-dire que l'avocat intervient sur des sujets spécifiques. Et je voulais pas m'arrêter là. Je voulais comprendre un peu plus globalement l'image de ces opérations-là. Et j'ai compris que c'était ce qu'on appelait les banquiers d'affaires qui s'occupaient d'autres parties de ces transactions. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que je voulais voir. Et c'est pas des métiers qui sont accessibles si on ne passe pas pour la plupart, si on ne passe pas par certaines cases, dont la case école de commerce ou finance au moins, management de façon générale. On peut le faire aussi en dehors. On parle de Dauphine, Sciences Po aussi, des masters qui peuvent permettre de faire ça, etc. Donc c'est pour ça que je me dirige à ce moment-là vers les écoles de commerce. J'avais fait un stage dans un cabinet d'avocats qui faisait des opérations de private equity, donc je voyais déjà qu'effectivement les deux travaillaient beaucoup ensemble et je voulais voir vraiment cet autre côté. Donc je rentre à l'EM Lyon en 2018 au sein du programme Grande École de cette façon. EM Lyon où je resterai 4 ans pour faire l'entièreté du programme Grande École. En parallèle de la première année, je m'inscris à l'Institut d'études judiciaires de Paris Descartes, Paris 5 Descartes à l'époque. Maintenant Paris Cité, je pense. Donc l'IEJ, c'est quoi? C'est un institut qui t'aide à préparer le concours d'entrée, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc le barreau au sens commun du terme. Donc je passe. Et le barreau, tu l'avais en tête aussi de passer le barreau? Oui, parce que je sortais d'une formation assez intensive en droit des affaires, en droit français et anglais, mais en français principalement. Je me disais que plus j'attends, plus ce sera difficile de passer ce concours, cet examen-là. Et donc, je me suis dit, ok, il faut le passer maintenant. Je ne sais pas si je vais être avocat ou pas, mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut le passer parce qu'après, ça va être pénible. Donc c'est pour ça qu'en parallèle de la première année de l'EM Lyon, j'ai continué à travailler un peu le droit, mes petits entraînements, et que j'ai passé à la fin de l'année l'examen d'entrée à l'école d'avocat. En parallèle de la deuxième année, je fais aussi un Master 2 à Paris 1 en droit des affaires pour me remettre à jour parce qu'il y avait eu certaines réformes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était important pour moi de me remettre à jour, d'être sûr que j'avais encore les bases. Période très sportive parce que il y a une partie de ce master qui intervenait en même temps qu'un de mes stages de l'EM Lyon. Donc c'était très 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 sportif. Puis donc tu faisais les cours pour le master et en même temps tu étais en entreprise, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Donc c'était aménagé après. Voilà. Quand même, j'ai pas fait totalement n'importe quoi. Non, honnêtement, c'était un master en fait qui était fait pour pouvoir suivre des cours en fin de journée. Donc ça me permettait de pouvoir aménager, même si fin de journée, tout est relatif en fonction de là où on travaille. Et donc je me suis remis à jour de cette façon-là. Troisième année, concentré sur l'EM Lyon pour valider tout ce qu'il fallait. Et quatrième année, effectivement, où je fais le double programme entre l'EM Lyon et UC Berkeley en technologie. Qui me permet effectivement d'affiner ce point-là. Et pourquoi la technologie? Parce qu'avec la Covid et les confinements successifs, on avait
des enseignements en technologie à l'EM Lyon. C'est un peu la marque de fabrique, l'hybridation des compétences, finance, management, technologie. Voilà, on nous fait voir des choses un peu diverses. Et pendant ces confinements, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, et notamment à ce qu'on appelle no-code ou programmation visuelle. En complément de ce que j'avais vu à l'EM Lyon, ça faisait beaucoup sens pour moi. On n'avait pas encore l'ère de ChatGPT, etc. Pour nous aider à faire du code rapidement. Donc vraiment les solutions d'automatisation et de programmation visuelle, ça permettait de gagner un temps monstre. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et j'ai vraiment creusé tout ça et j'ai passé un certain nombre de certifications. J'ai commencé à passer un certain nombre de certifications à ce moment-là aussi pour pouvoir gagner du temps et faire changer certaines pratiques dans la façon de travailler sur ce secteur, en tout cas sur certains types de documents à produire, ou, voilà, pour gagner du temps. D'accord, on va en parler. Et du coup, donc c'est en dernière année, ou on va dire de manière générale, c'est à l'EM Lyon que tu as découvert ce volet tech, finalement, qui te manquait un peu à la casquette que tu as décrite au départ. Donc du coup, arrivé à la fin de tes études à l'EM Lyon, tu auras quasiment, on va dire, finalisé ta formation en droit des affaires, voilà, que tu as pu pousser un peu plus, eu ton diplôme d'avocat, donc tu aurais été un avocat accompli. Effectivement. Et après l'EM Lyon. Après l'EM Lyon. J'ai fait l'école de formation du barreau après l'EM Lyon, après Berkeley. En revenant en France, je suis revenu pour l'école de formation du barreau, clairement. C'était 1 an et demi. Avec des stages, on a des contrats d'élèves avocats, on travaille en cabinet. Ok, donc c'est après l'EM Lyon que tu as complètement finalisé ça. Exact. Ok, et donc à l'EM Lyon, tu as développé un peu ces compétences aussi pour la tech. Enfin, tu as trouvé cet intérêt pour la tech et puis le no-code en griffe. Et qu'est-ce que tu as créé comme projet qui a permis d'améliorer un peu les services dans l'univers du droit des affaires? Alors, les projets que j'ai créés, c'était pas forcément dans l'univers du droit des affaires à ce moment-là. Pour des sujets de réglementation, j'étais pas encore avocat. Mais c'était plutôt sur de la facilitation pour des entrepreneurs tech ou des investisseurs qui souhaitent investir ou entreprendre. Pour des entrepreneurs tech ou des investisseurs dans leur exercice, c'est-à-dire pour un entrepreneur, la recherche d'investisseurs, faciliter ceci. On revient avec finalement l'accès à l'information, peut-être, dont on parlait en classe prépa. Exact. Et donc là, c'est une série de plateformes, Zema Ventures, le nom des plateformes, ZEMA Ventures. Donc la première plateforme, Zema Ventures by Dama Advisory, qui met en avant des investisseurs qui sont actifs sur le continent africain et en France, principalement dans la tech, mais aussi dans la climate tech, certains types d'industries, capital développement, mais le cœur c'est la tech. Du pre-seed à la série B, avec un gros focus sur plutôt le segment early stage. Et donc ces entrepreneurs-là, en se rendant sur cette plateforme, peuvent filtrer en fonction du marché sur lequel ils évoluent, du stade de développement qui est le leur, mais aussi de la géographie, c'est-à-dire de l'endroit, des marchés géographiques sur lesquels ces entreprises sont présentes. Et à l'aide de ces filtres, on identifie déjà un pool plus restreint et plus spécifique d'investisseurs qui pourraient être pertinents pour l'entreprise en question. Effectivement. Donc ça, c'est partagé en accès libre, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut cliquer, taper Zema Ventures sur un moteur de recherche quelconque, retrouver la plateforme et filtrer pour retrouver ces fonds-là. On met en avant des informations diverses, la thèse d'investissement, lorsqu'on a l'information, les tickets, le ticket bas, le ticket haut. Donc tu continues de le mettre à jour du coup, ce site, cette plateforme on va dire. Oui, je la mets à jour en continu. Pourquoi ? Parce que finalement c'est ma base de données à moi en fait que je partage. C'est-à-dire que quand je gère un dossier, je vais commencer à parler avec des investisseurs. Ils vont m'en dire plus sur leurs pratiques, ce qu'ils recherchent vraiment. Ça va me permettre d'affiner ce qu'ils recherchent. Ils vont peut-être aussi m'en dire plus sur d'autres investisseurs avec qui ils ont l'habitude de co-investir et dont ils aimeraient avoir l'opinion sur le sujet. Et donc, ils me demandent de les contacter. Donc là, si c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, hop, un nouvel investisseur référencé. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Parmi les investisseurs, il y a différentes catégories d'investisseurs. Et une catégorie, c'est les clubs de business angel ou les syndicats de business angel. Donc un business angel, c'est un investisseur
personne physique qui investit son propre argent dans des projets entrepreneuriaux ou des entreprises. Et pourquoi il y a des clubs de business angels? Parce que souvent, un business angel, en tant que personne physique, ne va pas forcément avoir les moyens d'un fonds qui va pouvoir investir des montants beaucoup plus importants. Autrement dit, les tickets sont plus restreints. Et pour diluer ce risque, quand on investit dans une entreprise, c'est risqué, parce qu'on n'est pas coté, c'est une petite entreprise, il peut se passer beaucoup de choses, on ne peut pas en sortir quand on veut, etc. Eh bien, des angels, donc des personnes, investissent en groupe. Comme ça, ils peuvent vérifier les choses tous ensemble et se dire « Ok, je ne suis pas complètement fou, d'autres personnes sont aussi d'accord, et ont fait leur due diligence, donc leur audit, et sont OK. » Et surtout, on peut présenter ensemble un ticket d'investissement plus grand que si moi j'y allais tout seul. Donc ces groupes de business angels, c'est un intérêt fort, et particulièrement pour le passage à l'action, pour des personnes physiques, comme toi ou moi, qui souhaiteraient investir dans des entreprises en Afrique, mais qui se disent « Mais comment je vais faire pour les sourcer? Comment je vais faire pour analyser si c'est une vraie opportunité? Je peux mettre 2 000 €. Qui va vouloir passer du temps à parler avec moi pour 2 000 €? Oui, mais si on est 100 à mettre 2 000 €, bah, ça commence à devenir un peu plus intéressant pour l'entreprise. Donc, j'ai créé une plateforme, Zema Ventures Angels, justement, pour mettre en avant tous les groupes qui existent déjà aujourd'hui, avec, pareil, leur spécialisation souhaitée, certains qui sont plus sur la tech, certains qui sont plus sur tel pays, etc., etc., de façon à ce que une personne qui se dit « j'ai envie », d'investir avec mes moyens, puisse rejoindre, enfin en tout cas voir l'offre qui existe déjà et en rejoindre un club, ou alors à l'inverse, si quelqu'un veut créer un club, se dire ok, qu'est-ce qui existe déjà pour que peut-être je ne refasse pas un groupe qui investit sur tout, peut-être qu'il fasse quelque chose un peu plus ciblé pour avoir une offre un peu plus cohérente. D'accord. Donc aujourd'hui par exemple, si je me dis j'ai 2 000 € et que je souhaiterais investir, si je vais sur Zema Venture et que je ne sais pas du tout dans quel secteur investir, qu'est-ce que tu me proposerais de faire en fait? Quelles sont les étapes que tu me proposerais de faire? Alors sur Zema Ventures Angels, ce que tu vas pouvoir faire, c'est déjà mettre des secteurs que toi tu aimes bien, a priori. Par exemple, tu te dis j'aime bien la tech, tu vas pouvoir mettre tech. Tu vas voir les clubs qui vont apparaître. Donc c'est vraiment pour choisir avec qui tu vas investir à ce stade. C'est pas... Effectivement, ce n'est pas un outil qui va te permettre d'identifier ta thèse d'investissement. Choisir sa thèse d'investissement, c'est effectivement quelque chose qu'on devrait faire aussi. Pour l'instant, je travaille dessus, mais dans un angle de PME, des corporate ventures. Pour des personnes physiques, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas... faudrait que je travaille dessus pour savoir comment l'automatiser, comment on pourrait automatiser un générateur de thèse d'investissement pour une personne physique. Mais j'imagine que... Alors, on ne fait pas de conseils en investissement pour des personnes physiques, mais j'imagine, à titre personnel, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a des investissements plus sécures, c'est-à-dire plus certains, avec un gain plus faible, mais moins risqué. On peut penser, par exemple, dans une certaine mesure, à de l'immobilier, des obligations d'État, des livrets A ou autres placements bancaires. Mais voilà, dans une optique d'avoir un portefeuille optimal, il faut aussi choisir des biens alternatifs, avec une proportion qui varie en fonction de son appétence au risque. Et donc, dans l'ordre du moins risqué au plus risqué, on pourrait dire des actions en bourse, sur du CAC 40, sur du Nasdaq. On pourrait dire ensuite peut-être des métaux précieux ou des contrats qui suivent l'évolution des cours de certains métaux précieux. On pourrait parler de crypto-monnaies, NFT. Et enfin, forcément, du private equity, c'est-à-dire d'actions dans des entreprises non cotées, qu'elles soient technologiques et jeunes. On parle alors de venture capital, ou alors des PME plus matures. On parle alors vraiment de private equity ou capital développement. Et pour investir dans ce type d'opportunités, qui sont en général assez inconnues du public, il faut passer par des clubs de business angels, des syndicats d'angels, parce que autrement, l'alternative, c'est de donner un ticket à des équipes de gestion, c'est-à-dire à des fonds d'investissement, mais les montants ici sont en général beaucoup plus importants. Ok, d'accord, ok, je vois. Et donc, si on essaie, pour les néophytes que je suis, complètement perdu dans tout ça, c'est que si je me connecte sur Zema Venture, comme on a dit, si je suis intéressé par exemple par le secteur de la tech,
j'aurai plusieurs clubs qui vont apparaître. Et donc, juste un truc, c'est que des clubs qui apparaissent, c'est des clubs qui vont m'aider à investir, c'est ça? C'est ce qu'on dit? C'est des clubs de personnes qui investissent elles-mêmes. Qui investissent elles-mêmes, d'accord. Et donc, tu peux rejoindre et faire partie de ces personnes qui investissent. Dans des entreprises qui sont dans la tech. Ouais. Voilà, donc en fonction des clubs, il y a des orientations. Par exemple, il y a un club qui s'appelle Naiban. C'est le club de Business Angel de Nairobi, qui va investir notamment dans des startups kenyanes, qui peut aller au-delà, mais comme ils sont à Nairobi, il y a beaucoup de dossiers de bonnes startups kenyanes qui sont là. Donc, si jamais on souhaite aller sur cet écosystème, c'est un bon club d'investissement à envisager. Il y a Lagos Business Angel Network, pareil. D'accord. Et du coup, j'ai le contact du club, c'est ça? Exact. Et c'est complètement free. Oui. L'objectif, c'est de soutenir l'écosystème. Moi, mon travail, c'est d'aider des entreprises à obtenir, des entreprises qui construisent des choses, qui ont du potentiel et des preuves de réalisation déjà, d'obtenir du financement pour aller plus loin. Ouais. Et ce dernier point, obtenir du financement, c'est le nerf de la guerre. Exact. On ne l'apprendra à personne. Et pour obtenir ce financement, il y a plusieurs façons. On peut l'avoir de fonds d'investissement, mais ces fonds d'investissement, ils ont eux-mêmes de l'argent qui est confié par des tiers. Exact. Et ces tiers ont parfois un lien moins proche avec le continent africain. Et donc, à la première crise, les premières lignes qui sautent, c'est les dotations à des fonds sur des marchés émergents. Si jamais on développe une classe d'investisseurs plus pérenne, c'est tout l'écosystème qui va en profiter. Et d'autant plus si c'est une classe d'investisseurs qui est capable d'investir tôt sur des entrepreneurs qui ont déjà des preuves de concept, etc. Mais tôt, c'est-à-dire qu'ils ne font pas encore 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Des personnes qui vont faire 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, donc 10 000 euros, 8 000 euros, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, supposons. C'est des personnes, aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal à se financer sur le continent. Parce qu'il y a peu d'acteurs qui le font. On peut penser à des acteurs comme Digital Africa, assez récent, donc de ProParco, qui investit tôt dans des entreprises. Mais c'est un véhicule d'investissement qui a moins de 2 ans. Et qui est présent, qui est présent mais qui a sa capacité aussi. Donc il y a un vrai potentiel sur ces investissements tôt et des personnes qui pourraient donner de leur temps et de l'argent pour soutenir ce genre d'entreprise, pour gagner de l'argent, mais aussi peut-être pour autre chose. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut vraiment structurer parce que tout l'écosystème gagnera. D'accord. Et donc là, ça fait une transition sur, du coup, ta structure aujourd'hui que tu as lancée depuis un peu plus de 3-4 mois. Voilà. Mon cabinet d'avocat, effectivement. Mon cabinet d'avocat. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ton cabinet? Quels sont les services que tu proposes? Ouais. Donc, effectivement, le cabinet d'avocat a été lancé il y a 3-4 mois. Tu l'as lancé tout seul, c'est ça? Oui, effectivement. Okay. Effectivement. Félicitations, déjà. Merci. Auparavant, j'avais mon activité de conseil sur ces opérations-là, depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Et donc, ces deux activités fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que je travaille avec des entrepreneurs qui ont besoin de financement ou de vendre leur entreprise. Je les aide à préparer leur dossier, c'est-à-dire à anticiper par rapport aux critères d'un investisseur ou d'un acheteur pour optimiser l'entreprise. Au-delà de ce côté un peu structuration de l'entreprise elle-même, j'accompagne l'entrepreneur sur les documents qu'il faudra produire pour donner une information adéquate aux investisseurs ou aux acheteurs. Et cette information-là, c'est une information marketing et financière, un pitch deck, un teaser, un info mémo, un prévisionnel financier, une valorisation, mais aussi la préparation de l'audit de ces personnes-là avec une data room, c'est-à-dire un espace digital où on va placer la documentation qui servira de preuve à ce qu'on aura avancé dans les différents documents, à savoir le teaser, le pitch deck, l'info mémo et le prévisionnel financier. Et finalement, l'action concrète qui est purement juridique, c'est-à-dire c'est du contractuel, c'est des formalités pour changer un actionnariat, pour transférer des actions, pour conférer des garanties. Et donc ce one-stop shop, c'est ce que cela permet avec le cabinet d'avocats
d'une part, et la banque d'affaires d'autre part. D'accord. C'est beaucoup tout ça. Pour une seule personne. Pour les services que je rends à ces entreprises, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est vraiment ciblé. Parce qu'on travaille pour le même type d'entreprise, des entreprises technologiques, parfois semi-industrielles pour les entreprises tech de la climate tech, et sur des opérations ciblées aussi. On fait uniquement de l'intervention sur des transactions, levée de fonds ou cession. De ce fait, on a des routes qui sont assez claires, des processus qui sont assez clairs, et des réseaux qui peuvent être répliqués sur différents types d'entreprises. Le joker, c'est la collaboration. D'accord. Je travaille énormément en collaboration, que ce soit avec des banques d'affaires locales sur le continent africain ou d'autres avocats ou d'autres experts d'ailleurs, ce qui permet de se répartir du travail sur certains dossiers, ce qui se permet aussi d'avoir des processus plus larges, internationaux. La valeur ajoutée clairement qu'on peut apporter, c'est lorsqu'on a une entreprise qui arrive à un certain stade, late seed comme on dit, pré-série A, série A, et qui a besoin d'internationaliser un processus de recherche d'investisseurs, ou en cas de vente, là c'est quasiment toujours le cas, il faut internationaliser le processus de M&A sur le continent africain dans la tech. Donc rapidement, on a des banquiers d'affaires sur le continent qui en général sont plus généralistes, c'est-à-dire ce sont souvent des banques d'affaires qui vont pouvoir traiter de PME, de services, d'activités industrielles, de financement de projets, d'immobilier, et un jour récupèrent un dossier technologique. Et pour bien l'exécuter, ils vont pouvoir venir se plugger, entre guillemets, à nous, chez Dama, et donc internationaliser ce processus. On est vraiment ouvert à la collaboration, et plus de la moitié de nos dossiers sont en collaboration aujourd'hui, soit que nous-mêmes, on aille chercher d'autres compétences pour aller plus loin, soit que notre dossier soit obtenu via une collaboration d'autres banquiers d'affaires qui nous font confiance. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif, on va dire, que tu cherches à atteindre dans 5-10 ans avec le cabinet? C'est une très bonne question. Et puis peut-être en dehors de manière générale. Oui. Moi, je n'ai qu'un objectif, c'est de contribuer à la construction d'une scène technologique sur le continent africain qui soit à la pointe, pour accompagner aussi ce développement économique et démographique qu'on connaît sur le continent. La technologie ne répond pas à tout, mais c'est un moyen de construire des centres d'excellence africains, avec des acteurs africains, qui pourront aussi immerger les autres secteurs, des PME industrielles, des petites PME, de l'agro-industrie. Donc, je le vois vraiment comme un point d'entrée de l'excellence pour pouvoir créer des succès financiers et irriguer, permettre aux autres activités de l'économie de pouvoir aussi se développer au mieux. Donc mon objectif, c'est d'être un acteur majeur dans la contribution de l'émergence de cet écosystème. Et également, c'est important de le préciser, pour l'intelligence artificielle, également à la France. Parce que il y a un point qu'il faut souligner, c'est que le monde se transforme avec certaines innovations clés. On a connu la révolution industrielle avec le moteur à explosion, l'électricité. Et ça a permis d'automatiser dans une certaine mesure le travail avec les usines. Quand avant on avait des ateliers, des artisans qui faisaient toutes choses. Et les zones qui s'en sont prémunies n'étaient pas forcément les zones les plus riches autrefois. Les zones les plus prospères, parmi les plus prospères, c'était surtout autour du pourtour méditerranéen, qui était un peu vu comme le centre du monde à l'époque. Et ça a complètement changé. Aujourd'hui, le pourtour méditerranéen, c'est joli, on y va en vacances, mais on ne le considère plus vraiment comme le centre du monde. Le centre du monde, c'est plutôt entre Londres, Berlin, New York, des zones très industrialisées. L'intelligence artificielle, certainement couplée à de la robotique, c'est, je pense, l'équivalent de cette révolution industrielle. Donc pour le continent africain, c'est le moyen de se rattraper, en tout cas pour les pays du continent africain et les villes des continents africains qui s'en doteront le plus. Et pour la France, c'est important de s'en prémunir
Parce que des très grandes civilisations, on peut penser par exemple à l'Empire ottoman, donc la Turquie entre guillemets aujourd'hui, qui était une grande puissance aussi autrefois, a décliné aussi en ne suivant pas, en suivant moins cette révolution industrielle. Donc pour la France, c'est aussi extrêmement important que de s'en doter, mais je pense que c'est quand même bien parti. Ouais, c'est bien parti avec Mistral et tout. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire pourquoi le continent africain? C'est aussi une très bonne question. Ouais. Je dirais qu'il y a une réponse pragmatique et une réponse de cœur. C'est bien ça. Mais les deux vont ensemble. Oui. La réponse pragmatique. Le continent africain, c'est le continent qui connaît les croissances économiques les plus fortes, parce qu'il part de moins haut, mais aussi parce qu'il y a tous des pans entiers de l'économie à renforcer. Et au-delà de ça, c'est un continent qui sous-exploite un certain nombre de ressources qui peuvent être fondamentales pour aussi contribuer au développement du continent, mais aussi des autres pays. Et le dernier point, c'est la croissance démographique qui permet à ce continent d'être demain le premier pourvoyeur d'hommes et de femmes en âge de travailler. Ouais. C'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire aussi une catégorie de personnes qui est plus encline à utiliser la technologie, à s'adapter. Donc, pour moi, le continent africain, aujourd'hui et dans les années qui viennent, c'est le continent clé pour la tech, de façon globale. Plus tard, je pense que ce sera aussi le continent clé pour l'industrie, pour des sujets d'énergie. Mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. La réponse de cœur, c'est évidemment que le continent africain a souffert historiquement de différents fléaux mondiaux. Et je pense que de nombreuses personnes à travers le monde réduisent les habitants issus de ce continent à des caractéristiques qui seraient immuables et qui expliqueraient cet état de fait de ce qu'a connu le continent africain. Dit vulgairement le racisme. Il y a toute une série de choses qui expliquent que c'est pas du tout lié à des caractéristiques qu'auraient des peuples ou que n'auraient pas des peuples. C'est d'autres raisons. On ne rentrera pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais des raisons climatiques, des raisons de choc politique dans d'autres régions qui expliquent tout ce qui a pu être connu. Et on a aujourd'hui un effet de rattrapage, comme par exemple ce qu'a pu connaître la Chine. Et pour ces raisons-là, qui peuvent nous impacter lorsque, de façon visible, on peut nous renvoyer à un continent, c'est important de rejoindre un combat commun qui nous dépasse pour rendre la dignité à certaines personnes et peut-être aussi à nous-mêmes. Ok, merci. Et si tu avais par exemple un conseil à donner à, on va dire, à toi, à la version la plus jeune de toi, tu vois, qui a peut-être, on va dire, je sais pas moi, 20 ans, quels sont les conseils que tu lui donnerais pour pouvoir s'orienter ou ne pas peut-être faire la même erreur que tu penses avoir faite? Une personne qui a 20 ans, je dirais, réfléchis bien à tes objectifs, à ce que tu aimerais construire et à pourquoi tu aimerais le construire. Il ne faut pas se fermer de porte, mais courir toutes les portes, c'est de facto aussi se les fermer. Donc avant de chercher à faire telle formation ou telle formation, c'est aussi important de se poser les questions. C'est toujours facile à dire. Bien sûr. Quand on a déjà une orientation innée ou depuis son milieu. Parce qu'évidemment, quand on a 17 ans, 18 ans, on ne sait pas forcément, mais à 20 ans, on avance déjà, peut-être qu'on est à la fin de sa classe préparatoire, on est en deuxième année, on commence à sentir ce qu'on aime. Et je pense qu'à ce stade, on peut courir le prestige. Le prestige peut toujours aider, de toute façon, à ouvrir des portes. Mais il faut vraiment réfléchir à ce qu'on aimerait faire à long terme, l'orientation qu'on souhaiterait avoir.
pour pouvoir tout simplement faire ce rétro-planning. J'aimerais être là plus tard, ça signifie avoir ceci, donc avoir ceci, donc avoir ceci, donc avoir ceci, donc avoir ceci. Et on a plusieurs petits échelons pour pouvoir arriver à notre objectif. Donc ça, c'est très important, avant le prestige, mais qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Et toi, selon toi, qu'est-ce qui t'a beaucoup aidé dans ta carrière, dans tes choix? Comment tu arrivais à prendre des décisions souvent difficiles? C'était quoi en fait? C'est quoi les éléments auxquels tu penses? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir rester droit et focus? Ouais. Alors, je sais que j'ai systématiquement voulu privilégier le savoir-faire sur une institution particulière à intégrer. Je pense que j'aurais pas fait les mêmes choix forcément si je m'étais dit je veux intégrer Goldman Sachs ou peu importe, une entreprise très prestigieuse. Si ma fin avait été d'être dans un type d'institution, j'aurais fait des choix différents. Mais mon choix était d'être capable en autonomie de faire et de comprendre en profondeur ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'allocation de l'argent au soutien de projets qui créent de la valeur. Donc, j'ai privilégié ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'à la fin de ma classe préparatoire, je choisis de ne pas poursuivre à l'ENS, un grand nom qui aurait pu m'ouvrir certaines portes, qu'un magistère juriste d'affaires franco-britannique qui est excellent, qui est très sélectif, et néanmoins moins connu, et donc ne permet pas forcément d'ouvrir les mêmes portes. J'aurais choisi, pour ma dernière année de magistère, de faire un master à Dauphine, où j'étais admis, plutôt qu'à Rennes, des JCE que j'ai fait, parce que Dauphine, le tampon, permet aussi d'ouvrir, a priori, certaines portes qu'un master rennais ne permet pas d'ouvrir, ou en tout cas plus difficilement. J'aurais choisi à nouveau une autre école de commerce parisienne, plutôt que celle que j'ai faite à Lyon, pour, pareil, avoir un tampon qui permet, etc. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de formation prestigieuse, attention, loin de là. C'est simplement qu'en choisissant parmi les formations, qui je pense étaient toutes très bonnes, j'ai préféré choisir celles qui me conféraient un programme et des intervenants sur une durée, sur une quantité suffisante pour m'assurer de pouvoir apprendre et savoir faire directement. Voilà. Développer des compétences concrètes et pratiques de ce que tu veux. Exactement. Mais j'aurais à nouveau pas fait forcément les mêmes choix si je m'étais dit je veux travailler chez Goldman Sachs. D'accord. On va finir sur une dernière question. Est-ce que tu as une citation? Quelle est la citation qui te parle le plus, à laquelle tu penses le plus souvent? J'en ai deux. Oui. La première, pour toutes les personnes qui sont dans des périodes difficiles, mais qui ont un objectif au bout du chemin, c'est la citation suivante, c'est « La nuit est longue, mais le jour vient ». Voilà, donc il faut savoir traverser la nuit, il faut savoir danser la nuit, mais continuer à avancer, car le jour vient. Et la deuxième, qui était une citation d'un de mes professeurs de classe préparatoire, classique, je pense que je l'ai dit pendant l'interview, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, il faut toujours viser le plus haut possible. Même si on a 0,001% de chance de l'avoir, il faut se donner les chances d'avoir ça, le tenter. Il peut y avoir plein de raisons qui font que le processus de sélection n'est pas forcément juste. Mais s'il y a une chance infime de l'avoir, il faut tenter sa chance avant de renoncer. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Eugène. Merci à toi. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à voir celle que j'ai faite sur le métier de data scientist avec Kamali Fadiga, avec qui j'ai abordé des questions sans filtre sur notamment le salaire ou encore les langages de programmation utiles pour réussir dans ce métier. Merci, salut.